bienvenue dans mon atelier de création de chapeaux. Donc voilà, je m'appelle Brigitte Varnier, j'ai choisi ce métier en 2004. C'était une reconversion et donc c'est un métier très spécifique pour lequel on n'invente pas les process. Donc je me suis formée à Paris pendant une année et donc j'ai passé un CAP, ce qui est le seul diplôme qui existe pour la profession. Donc ça s'appelle un CAP de mode et chapellerie. Et alors mode, pas du tout au sens de la mode, fashion, tout ce qu'on, voilà, le cycle des tendances. C'est la mode au sens du XVIIIe siècle et c'est ce que l'on portait dans les cheveux. Donc les chapeaux ou bien les plumes d'oiseaux, etc. Mais c'est tout. En fait, la mode c'était ça. Et donc il y avait des marchands de mode à Paris et Marie-Antoinette a rendu célèbre. Voilà. Et donc c'est de ce mot mode que vient le terme de modiste, parce que quand on entend modiste, on n'entend pas chapeau du tout. Non. On entend mode, et en fait, voilà. Donc du coup, ce métier, c'est le métier de modiste, mais peut-être qu'en tête vous aviez d'autres idées pour décrire ce métier-là. Souvent, on me dit, ah, mais vous n'êtes pas chapelière. Oui, mais non, c'est ça. En fait, le chapelier, ou la chapelière, va créer des chapeaux en série. En petite série, mais en série tout de même. Alors que la modiste ou le modiste, il y a des hommes dans la profession, va créer des pièces uniques. En fait, on va créer chaque modèle pour chaque client ou cliente, et de façon vraiment traditionnelle, avec des moules en bois, et la force, voilà, la force de nos poignets et de nos bras. Contrairement au chapelier ou à la chapelière qui va avoir ce qu'on appelle des presses, c'est-à-dire un moule positif, un moule négatif, on met la matière entre les deux, on presse, mais tout ça c'est mécanisé avec c'est souvent des moules en fonte qui sont alimentés par de la vapeur. Il y a une presse qui permet d'ouvrir, donc c'est quand même c'est quand même semi-industriel si on peut dire, enfin ça demande quand même un équipement. Et donc là, la personne, le chapelier ou la chapelière vont fabriquer les mêmes chapeaux, mais en variant les coloris ou les tailles, mais c'est toujours un peu les mêmes chapeaux. Là où la modiste va venir vraiment proposer des choses, des pièces uniques. Donc voilà, donc ça fait 18 ans que j'ai créé cet atelier ici, en plein milieu de nulle part à la campagne. Mais voilà, le choix était peut-être audacieux à l'époque, mais finalement c'est un métier qui est rare. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'installer ici. Je me suis dit de toute façon, des modistes, il y en a très peu. Quand on a besoin de se faire un chapeau, il faut se déplacer. Donc pourquoi plus se déplacer en plein centre de Rouen que se déplacer ici à Bibeuf, quoi. Pourquoi pas. Et donc voilà, la contrepartie c'était de communiquer et de faire connaître l'atelier, et puis très vite le bouche à oreille a fait un peu le reste, on va dire. Et voilà, donc au plein milieu de la campagne, et puis depuis 18 ans, voilà, l'atelier a bien résisté, et au contraire c'était sans doute un bon choix d'être ici plutôt qu'en pleine ville où les centres-villes sont quand même deviennent moins attractifs, ça devient très compliqué d'accéder, c'est cher, enfin bon, voilà. Oui, au final alors, installé ici au milieu de nulle part, comme vous dites, vous avez une clientèle quand même locale qui vient de toute la Haute-Normandie. D'accord. Ouais. Donc voilà, ça diffuse. Alors moi, comme c'est un métier du sur-mesure, c'est important que je rencontre les gens. Oui, forcément. Donc bien sûr, voilà, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et donc ça me déclenche des demandes de gens qui peuvent pas du tout venir ici, qui sont à distance. Donc selon, je vais ou non accepter. En fait, si la personne n'a vraiment jamais porté de chapeau, qu'elle connaît pas son tour de tête, etc., c'est trop risqué. Pas tant pour moi, mais pour la personne en fait. Moi je veux pas prendre le risque que cette dame se dise ah mince, finalement c'est pas ce qui me va. Moi j'ai besoin de rencontrer les gens, d'essayer de voir le rendu, etc. Donc, mais par contre je peux faire des choses ou alors la cliente connaît déjà bien sa morphologie, elle sait exactement vers quoi elle veut aller, donc ça c'est possible à distance.
Mais sinon, je vais plutôt décourager et adresser chez des consoeurs ou confrères qui sont plus dans sa région. Des gens qui travaillent bien, chez qui elle pourra avoir... auprès desquels elle s'est peut-être même pas renseignée parce que en fait, elle est tombée sur mon profil, ça l'a intéressée, puis elle n'a pas forcément cherché son aide. Donc ici, c'est ce que j'appelle mon atelier boutique. Derrière la cloison, là, il y a la partie stockage de matière et de matériel. Et un évier qui me permet de faire tout ce qui est les étapes sales, entre guillemets, de la fabrication, à savoir, enfin, sale, c'est pas sale, mais bon. La teinture, donc je teins mes matières. Pas toutes, principalement les matières qu'on utilise l'été, donc le sisal, le parasisal, les pailles, etc. Donc par exemple, si j'attrape ça, c'est une caisse dans laquelle j'ai les dernières chutes des dernières teintures, des derniers chapeaux que j'ai fabriqués en fait. Donc là typiquement, ma cliente arrive avec une robe de ce jaune, qui n'est pas ce jaune, qui n'est pas ce jaune, qui voilà, qui est plus ni celui. Bon en fait donc je vais pour avoir le même jaune. Exactement. Je vais teindre vraiment ce que j'appelle en sur-mesure, c'est-à-dire que la cliente me laisse sa robe ou sa paire de chaussures selon la couleur qu'on veut calquer. Et moi, je vais pouvoir teindre mes matières. Donc ça, je le fais derrière avec des teintures chimiques. J'aimerais vous dire que je fais de la teinture naturelle, etc. Mais c'est, en fait, je n'obtiendrai jamais la diversité des couleurs que j'obtiens avec... Ou alors, après 5 jours de recherche en mélangeant des plantes différentes, en faisant telle et telle étape, enfin bon voilà, ce serait pas envisageable. C'est envisageable quand on fait des collections, voilà, on décide d'une collection avec des teintes et on crée soi-même les teintes, mais moi comme je veux faire un sur-mesure par rapport aux tenues des clientes, voilà, je reste en teinture chimique. Donc je mélange mon bain, j'échantillonne et jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Donc je fais ça derrière avec l'évier, tout ce qui est les apprêtages. Donc la matière au départ elle est donc blanche. Je sais pas s'il y a un petit bout qui traîne quelque part. Hop, voilà. Blanche ou ivoire. Voilà, ça c'est ce que j'achète au départ, c'est en laisse de 90 cm en grand rouleau. Et donc je vais prélever la matière dont j'ai besoin pour tel type de chapeau. Je vais couper, mais différentes, comme si c'était des pièces d'un patron, quoi, ce dont j'ai besoin. Je vais le teindre et ensuite je vais l'apprêter, c'est-à-dire je vais l'immerger dans un bain. Même chose, c'est des apprêts spécifiques, des apprêts de chapellerie, pour que ça raidisse la matière, que ça la durcisse. Au séchage, elle va durcir. Je vais tendre deux matières différentes, enfin 2 épaisseurs différentes sur mon moule. Ensuite, je vais laisser un peu sécher, puis je vais repasser pour que les 2 matières deviennent vraiment solidaires l'une de l'autre. Voilà, donc ça c'est du sisal. Là, j'ai utilisé un sisal imprimé, mais le sisal vert, là, je l'éteins pour obtenir ce vert. Et puis, quand on retourne, on voit bien qu'il y a 2 épaisseurs, puisque de ce côté-là, le chapeau, il est quasiment vert. Alors que de ce côté-là, il est, voilà, on va l'imprimer un animalier. Voilà, donc je tends une première fois et une seconde fois. Je repasse et donc c'est vraiment solidaire, ça ne fait plus qu'une épaisseur. Puis après, il y a tous les traits de nuances. Donc là, par exemple, il faut mouler d'abord un bord de chapeau et il faut mouler ensuite une calotte. Et ensuite, assembler le bord et la calotte à la main, bon, etc. Donc ça, c'est le type de choses qu'on peut faire avec du sisal, ou bien tous ceux qui sont là, par exemple. Ce sont tous des chapeaux en sisal. Donc le Panama, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une marque ou n'est pas un type de chapeau. Le Panama, c'est une qualité de paille qui nous vient d'Équateur. Il y a toujours d'ailleurs à l'intérieur un petit tampon là qui atteste que ça a été, bon, ça atteste que ça a été tissé en Équateur. Et donc c'est une paille spécifique, une paille de palmier qui s'appelle de la toquilla, qui est tressée en cercle, en rosace. Le point de départ c'est un cercle comme ça. Voilà. C'est ce qui fait dire que, en fait, pour être sûr de ne pas se faire arnaquer quand on achète un Panama, il faut que ce soit vraiment circulaire ici
et qui soient estampillés. Ils sont tous estampillés normalement. Voilà. Et donc moi j'achète une base comme il y a derrière vous là-bas. Il y a une base blanche là qui attend d'être moulée. Voilà, moi j'achète des bases comme ça, qui ressemblent déjà un peu à un chapeau, mais qui sont ma base de travail pour ensuite être moulée. Je vais choisir le type de calotte que je souhaite, le type de bord que je souhaite. Hop. Par exemple ici, voilà. Là j'ai un bord qui est en double face. Hop. Donc ça c'est ce qui permet de mouler le bord du chapeau. Avec une... voilà. Ce n'est pas cette forme-là, mais c'est ce qui permet de mouler ça. Et donc voilà. Là on a voilà, tissé à la main en équateur avec l'estampillage. Et puis ici voilà, donc ça c'est une matière, même chose, matière naturelle qu'on a appelée Panama parce que quand il y a eu la construction du canal de Panama, les hommes se protégeaient tous avec des chapeaux qui venaient d'Équateur et non pas du Panama, mais c'est devenu, en fait c'était voilà, c'était un chantier immense qui a duré des années et donc les gens portaient des chapeaux et donc voilà, ça a été associé au Panama. C'est la paille cousue. Donc la paille cousue, derrière vous là-bas il y a une toute petite piqueuse à paille qui est une toute petite machine qui fait je sais pas 20 cm de haut sur 25 de large et c'est spécifique pour coudre la paille. Et en fait le point de départ ici, je vais partir comme en colimaçon si on peut dire, comme ça. Je vais assembler à la main, je vais aller chercher une bobine de paille. Je vais assembler au départ à la main et ensuite c'est grâce à cette petite piqueuse que je vais faire chevaucher la paille. C'est ce qu'on appelle de la tresse de paille. Ah, c'est en train de se dérouler mais c'est pas grave. Voilà, donc vous l'achetez déjà à la couleur que voilà, je l'achète déjà, exactement, déjà teinte, exactement. Et donc, alors, en préparation d'aujourd'hui, hier je me suis dit, je vais faire une démonstration de feutre, donc il faut dès maintenant que je mette au frais mon feutre. C'est-à-dire que j'ai choisi un coloris de feutre. Ah. Voilà, j'ai choisi cette jolie couleur un peu rousse, un peu cognac. Et je l'ai humidifié. Donc ça c'est l'endroit. Ici, c'est l'envers. Et donc, hier, j'ai vaporisé de l'eau à l'intérieur de ce cône pour que aujourd'hui, quand je vais apprêter la matière, par capillarité, ça entre bien à l'intérieur des fibres. Et que ça ne reste pas comme en surface, comme si on étalait une colle ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que quand je travaille le feutre, je dois anticiper la veille, pour préparer la matière. Et on appelle ça la mettre au frais. Alors, donc ça c'est ce qui se fait depuis toujours. Ce qui se faisait dans les ateliers, c'était non pas, là je l'ai humidifié avec un vaporisateur et je l'ai enfermé dans du plastique. Il y a 50 ans, enfin, à 50 il y avait du plastique, mais il y a 70 ans, voilà, on n'utilisait pas de plastique. Donc elle était roulée dans une serpillière humide. Ah oui. Voilà. Et on appelait ça mettre au frais. Voilà, donc là, mise au frais. Là, j'ai mis à chauffer ma bouilloire. C'est aussi simple que ça, voilà mon outil de travail, qui est une bouilloire. Beaucoup de mes confrères et consoeurs utilisent des étuves qui sont donc alimentées de vapeur et ils posent le cône à l'intérieur de l'étuve et donc l'intégralité du cône est gorgée de vapeur. Moi, j'ai appris comme ça me convient très bien. J'ai vite été à l'étroit dans mon atelier derrière parce que voilà, j'en ai partout. Et je trouverais si je voulais la place d'une étuve, mais j'ai commencé comme ça et voilà, ça me convient bien. Puisque tout le travail se fait grâce à la vapeur pour assouplir la matière. Alors là, vous voyez, là je me suis mise ici parce que c'est plus, c'est plus visuel. Mais en fait, la table elle est trop haute pour moi ici. Oui. Je suis pas du tout. D'habitude, en fait, l'idée c'est que la table soit plus basse et qu'on puisse, Alors là, j'ai un problème. C'est très très bien rentré, mais
je vais pas avoir suffisamment. Ah. Parce qu'il me faut le retour là, il me faut le retour de la visière. Donc je vais, bon, je vais, c'est pas, ce qui n'est pas un souci, mais je m'en aperçois là, je me dis, ben non, ça va pas, sinon je vais pas avoir de quoi faire mon petit rentrée de visière. Alors, hop, on recommence. Et voilà, ça c'est, comme c'est un nouveau moule que j'apprends à connaître, on va dire. Hop. Une bouilloire de la vapeur et c'est reparti. Ce qui doit être difficile, c'est de savoir jusqu'à quand je peux tirer. Oui, là j'ai de la marge, hein, parce que c'est un feutre épais, c'est un feutre très épais. Voilà. Donc là, ça me convient bien, j'ai de la marge, mais j'ai plus assez de vapeur, il ne s'étire plus. Donc je repars en arrière. Ah oui, vous allez. Oh, avant 19h, on aura fini. Je plaisante. Vous voyez, bon. Ah oui, oui. Là, c'est pas le moment que j'attrape le Panama blanc. Oui, on voit que sur. C'est parti, je me roule. Voilà. Là, on est pas mal. On a la petite arête ici qui se dessine là sur le dessus. Et puis là, hop, je vais venir dans la gorge. D'accord. Voilà, tac, tac, tac. Et voilà, ça c'est pas mal du tout. Je l'ai moulé, il est toujours tout mou, mais à quel moment est-ce qu'il durcit? Eh ben, il faut que je redémonte tout parce qu'il faut que je l'apprête. Je vous parle, je vous parle. Hop. Donc, c'est spécifique. Je peux pas, enfin, voilà, c'est, on va dire que ça s'apparente à un amidon. Voilà. Donc là, avec mon pinceau, alors mon apprêt, c'est un apprêt à base d'eau, et donc je l'ai dilué. J'ai mis à peu près 1/3 pour 2/3 d'eau, pour qu'il soit pas trop rigide, mais pas trop souple non plus. Ça. Voilà, donc je le roule sur lui-même, une première fois, une deuxième fois dans un autre sens. En fait, l'idée, c'est de bien répartir au maximum l'apprêtage pour que ce soit le plus homogène possible, que j'ai pas un endroit qui soit tout durci et tout raide, et puis un autre qui soit tout mou. Voilà, le pauvre. Hein. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de faire vraiment pénétrer au cœur de la fibre l'apprêtage. Et donc, je vais venir punaiser à l'intérieur. Quand je dis punaiser, je vais utiliser mes petites épingles là, qui sont juste devant moi. Hop. Alors, là, je retire ce qu'on appelle le gigolo, n'est-ce pas? Je vais me remettre là-dessus pour ne pas prendre. Alors, je m'enfonce vraiment bien au fond. Et alors, les épingles argentines, là, ce sont des épingles qui se tordent. Parce que les épingles, les épingles en acier pour la couture, elles se cassent net. En fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est justement le fait qu'elles se tordent. Donc là, hop, je punaise. Et je vais la tordre, la replier sur elle-même, enfin la plier, pour pas que le jonc reparte, parce que sinon, hop, il y a que si c'est juste, si c'est planté droit, le jonc peut très bien décider, s'il est trop contraint, voilà, de se libérer un peu et de remonter. Selon si on a un cheveu court, un cheveu long qu'on attache ou pas, etc. On va pas pouvoir porter vraiment les mêmes chapeaux, donc en effet. Et oui, moi je suis là pour apporter un conseil, qui ne reste qu'un conseil. Après la cliente, elle prend la décision qu'elle souhaite. Mais oui. Vous voyez, donc l'outillage, il est quand même assez simple. Oui. Tout réside dans le choix des formes et puis après voilà les techniques de fabrication. Le jonc qui va bien délimiter l'entrée de tête. Quand ce sera sec, je vais arracher, donc je vais retirer mes épingles. Oui. Je vais couper quasiment sur la ligne du jonc et puis donc ça va me donner
ce petit tourlet là, si on peut dire, ce petit rentré sur lequel je pourrais coudre le gros grain, et ce sera l'entrée de tête voilà, de la casquette. C'est joli. C'est beau. Ouais, c'est beau. La couleur, elle est belle. Ouais, ça y va bien. Oui, je trouve que... Oui, non, c'est voilà, alors c'est vrai que Ta casquette. là, je pense que je ferai, voilà, je vais faire ce seront des petits détails tout simples, hein, parce que là, je me dis que pour les femmes, je pourrais poser des œillets, puis mettre un petit nœud sur le côté, par exemple, si les femmes qui ont envie de porter. Mais elle est vraiment jolie, cette casquette, faut l'imaginer porter.